Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre donc avec le quotidien, la nouvelle expression qui met en sa une les terres bradées de l'État, le terrain de l'État bradé en Konsamba. Le journal indique que des opérateurs économiques et des autorités administratives et même des pontes du régime ont acquis des terres dans cette localité. Et le préfet du Mungo, qui a donc saisi le sous-préfet de Konsamba 2e de mettre fin à tous travaux lancés sur ces différents terrains. Le journal Tribune d'Afrique parle des obsèques du maréchal Idriss Déby. Voici pourquoi ils étaient absents. Le journal indique précisément que plusieurs observateurs ont remarqué que les présidents Obiang de la Guinée équatoriale, Paul Biya du Cameroun, président en exercice de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso du Congo, Ali Bongo du Gabon étaient tous absents à N'Djamena lors des obsèques du maréchal président du Tchad, Idriss Déby. Ils ont préféré envoyer des émissaires. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude? Décryptage à lire dans les colonnes du journal Tribune d'Afrique. La même préoccupation, c'est en une du journal Le Messager, Tchad, qui a tué Idriss Déby Itno 4 jours après l'inhumation du dirigeant tchadien. La thèse d'un complot savamment ficelé s'amplifie au sein du conseil militaire que dirige son fils Mahamat. Et le journal pose la question sur cette absence de 4 chefs d'État, notamment Paul Biya du Cameroun, Ali Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Théodoro Obiang Mbazogo de la Guinée équatoriale, qui sont d'ailleurs des compagnons de longue date du feu président Idriss Déby Itno. Le journal parle aussi de développement infrastructurel, les promesses d'écribis noyées dans l'océan, port en eau profonde, pôle énergétique, ville nouvelle, l'industrialisation de la cité balnéaire, entre rêve et réalité, écrit le journal. Le journal Émergence parle des impôts, le paiement désormais par mobile money. Payer ses frais de contribuable sans se déplacer, obtenir des relevés sécurisés des opérations fiscales, faire des paiements avec ou sans compte sur la nouvelle plateforme numérique sont des opérations disponibles. Tout sur le nouveau système d'agrégation des moyens de paiement de l'État, SIAMP, développé par la Direction générale des impôts. Vous lirez aussi la réaction des usagers qui certainement doivent se sentir soulagés des tracasseries qu'ils avaient chaque jour quotidiennement avec les agents des impôts, dont certains n'hésitaient pas à les arnaquer. Mutation met en ça une centimes additionnels communaux, les CAC amers. Les maires se plaignent des retards de reversement de ces fonds en temps de décentralisation accélérée. Voilà ce qui vient encore quelque peu porter une tache noire sur cette décentralisation que l'on veut de plus en plus rapide. Le quotidien Cameroun Tribune parle d'usagers et haute tension, écrit le journal. Un récent échange de correspondance entre l'agence de régulation du secteur de l'électricité Arcel et l'opérateur en charge de la distribution Eneo viennent de se retrouver sur les réseaux sociaux. Il remet au goût du jour les relations toujours brouillées entre les abonnés des Eneo. Les premiers se plaignent d'une absence de transparence dans la facturation et d'autres abus, tandis que les seconds pointent du doigt l'incivisme des clients. Entre les deux, le régulateur entend bien donner la voie pour mettre fin à cette brouille. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du mardi. Camille les bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chuniat. Bonjour Donald Brice-Kamgan, fraîchement revenu de N'Djamena, qui a suivi la campagne présidentielle de bout en bout et qui, 2 jours après son départ, réalise tout simplement que un gros drame est survenu dans ce pays-là qu'il a eu beaucoup de plaisir à découvrir. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui m'a marqué, c'est ce matin. Ce matin, il y a un journal qui a sorti à sa première page, journal dont je ne citerai pas le titre, et qui indexe un homme d'affaires libanais en disant que cet homme d'affaires
a fourni, même pas qu'il aurait, a fourni des armes à Compaoré pour assassiner Sankara. C'est-à-dire que quand je vois ce genre d'article qui démontre tout simplement jusqu'où certains de nos confrères peuvent aller dans le domaine de la spéculation, comment peut-on prétendre que c'est un civil vivant dans un pays étranger, loin du Burkina Faso, qui a fourni des armes à Blaise Compaoré, qui était le patron, numéro 2 du régime du Tchad, et qui en plus avait sous son contrôle la fameuse unité de pauvre composée d'unités d'élite, la seule unité des paracommandos. Et on vient raconter au Cameroun que bon, dans ce procès qui s'ouvre pour l'assassinat de Sankara, il y a un Libanais qui habitait au Cameroun qui a fourni des armes à Compaoré. C'est vraiment plonger les Camerounais dans une sorte d'absurdité qui n'a pas de nom. Et ce n'est pas sérieux, ce genre de titre. Parce que les raisons pour lesquelles Sankara a été tué sont connues. Le contexte burkinabé à cette époque lui-même était suffisamment tendu pour que les gens sachent que ça ne pouvait qu'aboutir à un drame. Mais qu'on commence à dire aujourd'hui, qu'on commence à chercher aujourd'hui des boucs émissaires et des complices bien loin, à des milliers de kilomètres de Ouagadougou, c'est vraiment triste. Surréaliste. Donald Brice Kamgam, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chuniat, bonjour à Kaminele. Bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons avec un plaisir égal. Tous les mardis matins, nous sommes contents d'être là pour, nous l'espérons, les éclairer sur les sujets qui meublent la presse nationale. L'actualité qui vous a marqué? L'actualité qui m'a marqué, c'est les suites de ce qu'on pourrait appeler l'affaire Nachigal. Nachigal, c'est un projet de barrage hydroélectrique qui est situé dans le département de la Haute-Sanaga plutôt. Je crois, la Haute-Sanaga, dans le centre en tout cas, et qui doit injecter quelques centaines de kilowatts dans le réseau national. Vous savez que la crise énergétique est une question qui préoccupe non seulement le pouvoir public, mais surtout aussi les opérateurs économiques. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, une quarantaine d'employés de ce chantier, qui est pourtant officiellement très chéri par le gouvernement, ont été arrêtés, incarcérés pendant plusieurs jours à la brigade de gendarmerie, ensuite libérés. Ce matin, la Nouvelle Expression nous apprend que certains de ces employés ont décidé de traîner l'entreprise qui exécute ces travaux-là devant la justice. Voilà un projet. Vont-ils s'en sortir? C'est la question, mais ça donne un pincement au cœur parce que le gouvernement qui a annoncé en grande pompe ce projet qui est censé non pas réduire de façon décisive la crise, mais injecter quand même quelques mégawatts dans le réseau national, dans le réseau interconnecté Sud, s'emploie à saquer ses propres efforts, en laissant ainsi maltraiter, abuser des employés qui ne demandent qu'à travailler dans des conditions qui sont reconnues par le contrat qui lie ces employés à ces entreprises. Bon, Brice Donald Kamgam, peut-être que depuis on n'a pas échangé dessus, il faut le savoir. Vous êtes revenu de N'Djamena 2 jours après, il y a un événement qui se produit là-bas. Vous avez eu peur? Non, pas spécialement. Peur de quoi? Je sais pas. Après ces événements, les frontières ont été fermées. Oh, oui, c'est vrai que nous aurons... Ou bien vous auriez voulu assister, ou bien tout au moins vivre ces moments? De toutes les façons, le journalisme est comme un métier militaire, c'est un métier quasiment militaire. On peut être sur un théâtre d'opération et être surpris par des tensions qui surviennent d'un moment à un autre. On aurait dû partir bien avant, on a eu un des tests Covid. Donc plutôt pour vous, vous aviez là une opportunité de donner la température qu'il faisait au Tchad à ce moment-là. Si notre programme prévoyait qu'on reste 2 semaines après, nous sommes restés, nous ne sommes pas partis parce qu'on prévoyait des tensions. Si on savait qu'une pareille scène allait arriver, certainement vous seriez restés. Merci Brice Donald Kamgam. Merci Jean-Paul. Je vais vous poser la question qui est en une du quotidien Le Messager, qui a tué Idriss Déby. Vous savez que la dernière actualité, c'est cette demande d'enquête formulée par l'Union africaine, mais aussi par des acteurs de l'opposition de la société civile, tchadienne. En discutant avec un certain nombre d'acteurs de la scène politique tchadienne à l'occasion de ce séjour que vous évoquez tout à l'heure, on voyait quand même qu'il y avait des
des crispations sur la classe politique, y compris dans le camp présidentiel. Idriss Déby est un chef militaire qui est arrivé au pouvoir dans les conditions d'un chef militaire par un coup d'État en 90, comme vous le savez, et qui était constamment aux côtés des troupes tchadiennes engagées sur plusieurs théâtres d'opération, à la fois dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi au plan interne, puisque le Tchad fait face, comme vous le savez, aux attaques constantes de Boko Haram, mais aussi à cette rébellion menée par le FACT. La version officielle nous laisse entendre qu'il était aux côtés des troupes engagées au front justement contre ce groupe rebelle et serait décédé après avoir reçu une balle. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun récit officiel sur les conditions, c'est-à-dire qu'il nous relate les conditions dans lesquelles l'attaque est survenue, les conditions dans lesquelles il est décédé. On a juste eu quelques brèves d'informations sur lesquelles il a été atteint et puis l'ambulance qui devait arriver sera arrivée en retard, et ainsi de suite. Ça, c'est la presse qui le dit, mais il n'y a pas de récit officiel sur les conditions exactes de son décès. Un général comme celui-là ne décède pas... Un maréchal, vous voulez dire? Un maréchal, voilà, consacré en août 2020 comme tel, ne décède pas comme un citoyen lambda. Au front, il n'est pas en front line. Permettez-moi que je me permette. Sur les premières lignes. Il n'est pas en première ligne. Il y a des colonels qui sont des hommes de rang qui sont en première ligne. Vous êtes très affiné sur les questions militaires, vous le savez, Jean-Paul. Et donc, on ne peut pas nous laisser croire que Idriss Déby est décédé de façon aussi banale. C'est un peu surréaliste. Je pense que le 6e mandat qui s'apprêtait à briguer était très mal c'était le mandat de trop. Était très mal accepté. Le mandat de trop. À la fois pour la classe politique de l'opposition, mais aussi dans son propre camp. Et les divisions internes ne se voyaient pas encore, mais elles étaient très fortes. Camille Nélé, vous avez sillonné dans les couloirs feutrés de certaines administrations au Tchad. Camille Nélé, est-ce que cette question que pose le quotidien Le Messager, qui a tué Idriss Déby Itno, est-ce que vous, à l'analyse de l'actualité politique, militaire et avec tous les enjeux que vous connaissez au Tchad, est-ce que vous, ça aujourd'hui, vous permet, tout cet environnement vous permet de voir qu'effectivement, Idriss Déby Itno a simplement été éliminé parce qu'il était devenu un peu gênant? Pour donner de la substance à la question du Messager, il faut comprendre qu'effectivement, il y a une véritable controverse qui fait rage en N'Djamena pour savoir qui l'a tué. Mais le problème n'est pas de savoir qui l'a tué, parce que peut-être ne le saurons-on jamais. Mais il serait beaucoup plus intéressant de savoir où a été tué Idriss Déby, quand a-t-il été tué, comment a-t-il été tué et pourquoi a-t-il été tué? Ça, c'est la chose la plus importante. Et ces questions-là, je ne sais pas si jamais on nous donnera ces réponses. Parce que, je vais vous dire, Idriss Déby, après 30 ans de pouvoir, après 30 ans de présence forte, non seulement au milieu de la politique tchadienne et même sur le théâtre africain de la lutte contre le terrorisme, Idriss Déby avait finalement pris figure de personne invincible, indestructible. Mais curieusement, il meurt brusquement à la surprise de tout le monde. Où a-t-il été tué? Quand a-t-il été tué? A-t-il été tué effectivement au front? Oui, on sait qu'il avait l'habitude d'aller au front, on le sait, mais est-ce qu'il allait au front comme un soldat, comme les caporaux et les sergents, ou alors était... Bon, c'est bien que, moi je l'ai vu arriver sur Camon, traverser Kousseri, quand il a été question de venir intervenir au niveau du lac Tchad, je l'ai vu moi-même en tri avec ses 5 étoiles. Mais donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu au Sahel accompagner jusqu'au Mali d'ailleurs. Jusqu'au Mali. Bon, mais alors, le problème, c'est déjà moi, ce qui me pousse moi à me poser les questions que je pose est celle-ci. Dans la matinée, dans la soirée du lundi, j'ai vu dans les réseaux sociaux. Oui, lundi 20 avril, dans les réseaux sociaux, un communiqué justement du FACT qui disait que ils ont après une lourde attaque, une attaque, du moins une bataille au terme de laquelle ils ont connu beaucoup de pertes. Ils se sont divisés en deux fractions, l'une vers le Niger, l'autre vers le lac Tchad. Ils parlaient d'un repli stratégique. Ils parlaient d'un repli stratégique et d'une revue. Mais seulement, ils disent que mais dans ce repli stratégique, les affrontements étaient tellement lourds qu'ils ont infligé de lourdes pertes aux troupes loyalistes. Et
ils donnent dans le détail le nom de certains généraux qui ont été tués. Ils ont parlé du général Brahim Attawid, le général Adoum Ounam Nassou, le général Ali Mahamad Djouma, le général Kerim Kamis, le général Mahamad Saleh Harim. Maintenant, ils mettent colonel Idriss Déby Itno, blessé et en fuite. Alors, je me suis demandé, mais comment peuvent-ils avoir dans le détail le nom de ces généraux du Tchad et de ces encadreurs de l'armée tchadienne avec autant de détails un jour plus tard, alors qu'ils étaient en fuite, et alors que dans les réseaux sociaux, on était en train de diffuser les photos de leurs troupes qui étaient complètement défaits, attachés, d'autres enterrés prisonniers de guerre. Et comment ont-ils pu, eux, avoir le nom dans le détail des généraux qui auraient été blessés, tués ou en fuite? Bon, je me suis posé cette question. C'est le lendemain matin, pendant que je suis ici à la revue des Grandes Unes, que la nouvelle est officialisée que Idriss Déby est mort des suites de blessures. Alors, il est tout à fait important de se demander où a-t-il été blessé, comment a-t-il été blessé et que s'est-il passé. Et jusqu'à présent, comme le dit Donald Brice-Kamgan et comme le corroborent beaucoup de personnes qui se posent cette question, les récits que l'on donne sur sa mort restent assez flous et circonspect. On ne donne pas de détails. Et pour le seul fait qu'il n'y a pas de détails donnés, les gens sont forcément obligés de se poser des questions. Et ces questions resteront longtemps certainement posées tant que officiellement... Est-ce que Camille, l'élément trouble dedans, c'est quand même que c'est son fils qui est aujourd'hui le chef de la junte? Non, ce n'est pas un élément trouble. Ce n'est pas un élément trouble parce que son fils est le président, le commandant de la junte. De la junte. Du comité. Du comité CMT. Du CMT. Mais seulement, je peux vous dire que si ça avait été un autre général, on allait dire que ça a été un coup d'État. On a même dit que c'est ce général qui a tué Idriss Déby. Donc, moi, je pense que d'abord, pour que ça passe beaucoup plus facilement comme un suppositoire, un fils Déby, connu d'ailleurs pour ses hautes responsabilités au niveau de l'armée tchadienne, moi, je pense que ça heurte moins et ça fait moins coup d'État. Ça adoucit. Donc, ça adoucit. Donc, moi, je pense que le fait de mettre le fils Déby à la tête du comité, ce n'est pas forcément parce qu'il était un officier charismatique ou bien qu'il est au-dessus de tous les autres, parce qu'en réalité, ce comité est constitué des plus grandes éminences grises du système Déby. Parce que, comme je vous l'ai dit ici, il y a là-dedans le dernier ministre de la Défense, le dernier directeur de la gendarmerie, le dernier directeur de la police, le dernier directeur de la gendarmerie nationale, son chef d'état-major particulier, le commandant de tout le plan sécuritaire. C'est-à-dire que tout le logiciel sécuritaire. Ce qui fait que c'est le même bloc, c'est le même système qui continue. Mais que moi, je pense que le fait même de mettre le fils Déby à la tête de ce comité est quelque chose d'assez intelligent. Ça a plutôt apaisé. Ça pèse et ça éloigne plutôt la thèse du putsch et de la révolution de Palais. Donald Brice-Kamgan, il y a cette sortie des évêques de la conférence épiscopale du Tchad qui condamne fermement ce qui vient de se passer, alors que la France a déjà adoubé la junte au pouvoir. Les chefs de l'État de la CEMAC ont envoyé leurs émissaires sans y être présents. Comment vous interprétez cette position de certains chefs d'État de la CEMAC, notamment Paul Biya Obiangema, Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso, et cette position de la conférence épiscopale nationale du Tchad? Alors, je pense que la société civile tchadienne en général et la conférence épiscopale nationale et d'autres organisations qui sont exprimées à la suite de l'opposition estimant qu'il s'agit d'un coup d'État militaire aux allures dynastiques qui viennent de se produire à N'Djamena. C'est un peu l'aspiration à la liberté que l'on exprime ainsi à N'Djamena. Vous savez que depuis plusieurs années, les autorités tchadiennes, sous le règne d'Idriss Déby Itno, avaient interdit toutes sortes de manifestations de l'opposition. On est d'ailleurs assez impressionné ce matin de voir que l'opposition est en train de mobiliser dans les rues de N'Djamena malgré une nouvelle récente mesure prise par les autorités interdisant toute manifestation de l'opposition. Je pense qu'il y a une aspiration à la liberté qui est légitimement exprimée par les acteurs de la classe politique de l'opposition, mais aussi de la société civile. L'absence des chefs d'État de la CEMAC n'est pas de tradition très poussée et très engagée sur les questions de bonne gouvernance, d'alternance démocratique au sein de son espace.
à la différence d'une sous-région comme celle de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où on voit souvent des médiations se mettre en place sur des sorties pour exprimer une position X ou Y sur telle ou telle question qui engage la vie interne de l'un de ses États membres. Vous le savez. Ça explique leur absence, l'absence de ces chefs d'État qu'on vient de... Je pense que le chef de l'État français a été curieusement présent et très actif lors des obsèques de Idriss Déby Itno, avec une position qui est assez curieuse. Nous sommes là dans le cadre d'une alternance antidémocratique, d'une violation de la Constitution, c'est-à-dire que la Constitution tchadienne qui prévoit qu'en cas d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est censé prendre le pouvoir. Ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. C'est un coup d'État bien orchestré qui a été ainsi fomenté par ce conseil militaire de transition. Et curieusement, on voit un chef d'État français qui se déplace, qui vient apporter une sorte de caution morale à cette transition militaire du pouvoir. Et donc, les chefs d'État de la CEMA qui vous le savez, qui était un instrument, entre guillemets, de la France, ne pouvaient qu'observer se déployer ainsi leur maître, entre guillemets. Donc, la position de la France est manifestement celle des États de la sous-région. L'un des leaders d'entre eux, le chef d'État camerounais d'ailleurs, a adressé des condoléances, non au peuple tchadien, comme l'a fait un voisin, Ali Bongo Ondimba du Gabon, mais a adressé ses condoléances au conseil militaire, c'est-à-dire un pouvoir frappé d'illégitimité. Camille Nélé, lorsqu'on observe, il y avait quand même la présence de Faustin Archange Touadéra, c'est vrai qu'il n'est pas un véritable doyen dans la zone CEMAC. Il y a l'absence de Denis Sassou Nguesso, un doyen, Paul Biya du Cameroun, même si Ali Bongo vient assurer la continuité de papa. Il y a la Guinée équatoriale, même si elle n'a pas été colonisée par la France, elle a été colonisée par l'Espagne. Comment interpréter, est-ce que cette absence des chefs d'État de la CEMAC est un message qu'on envoie à l'endroit d'Emmanuel Macron ou un simple boycott? Non, moi je pense que c'est ou bien un désaccord avec ce qui se passe au Tchad. Moi je pense que c'est ceux qui passent leur temps à couper les cheveux en quatre qui peuvent voir les choses à ce niveau. Vous savez, la présence d'un chef d'État sur un lieu aussi tragique est conditionnée par beaucoup de choses, par des impératifs et même par des nécessités de calendrier. Monsieur Macron, qui est un grand, pour qui le Tchad a été un très grand partenaire, notamment dans son engagement dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, sa présence même était quelque chose de fort. Pas parce qu'il était question d'adouber un pouvoir anticonstitutionnel, mais moi je pense que pour démontrer au peuple tchadien que vraiment lui, il a pu se déplacer. Parce que, encore lui, c'est un président très réactif et très mobile. Mais le président Biya, vous le savez, ne bouge pas beaucoup ces derniers temps. C'est d'ailleurs dans ses habitudes. Bon, il ne bouge pas beaucoup. Le président Ali Bongo, vous savez très bien qu'il est malade. Bon, le président Sassou Nguesso vient lui-même de remporter une élection présidentielle chez lui. Tout à fait. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas chercher à estimer qu'il fallait absolument que tous ces chefs d'État soient là. Leur seule présence, ou bien leur représentation, moi je pense qu'elle était suffisante, mais il n'en demande pas compte que tous ces chefs d'État ont été affligés. Et puis moi, je n'aime pas beaucoup cette façon des hommes politiques camerounais, et même de certains leaders d'opinion, d'estimer que la Constitution a été violée, il fallait respecter la Constitution, c'est un comité anticonstitutionnel. Ça n'a pas été violé, Camille? Non, le problème n'est pas ce niveau. Le Tchad est un pays fragile. Le pays, depuis 1960, il a connu 8 chefs d'État. 8 chefs d'État. Vous imaginez, pratiquement tous certains ont été assassinés, chassés du pouvoir. Le Cameroun n'en a connu que de 8 chefs. Il y en a qui ont fait 2 mois, il y en a qui ont fait 3 semaines, il y en a qui ont fait 2 jours même, comme Alingué, au moment où Hissène Habré est parti. On a connu 8 chefs d'État. Et c'est depuis 30 ans qu'il y a une stabilité au Tchad. Depuis 30 ans, le Tchad est un pays qui, après avoir connu 30 ans de guerre, est en train de se construire. Donald Brice Cameroun, vous venez de N'Djamena, vous avez vu comment cette vie est complètement en boom, transformée. C'est-à-dire qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait au niveau de la construction des structures, des infrastructures, et même de l'élevation. Et même de l'élevation du sentiment du Tchadien d'être fier d'être Tchadien. Parce qu'avant Idriss Déby, laissez-moi vous dire que les Tchadiens, dans certains pays, se considèrent un peu comme des sous-hommes. C'était très complexé. Or, maintenant, avec Idriss Déby, avec tout ce qui est arrivé, les Tchadiens sont beaucoup plus fiers et le Tchad est devenu un pays qui compte.
Et puis, vous savez, je n'aime pas beaucoup cette façon d'estimer que non, il faut brailler, il faut immédiatement remettre le pouvoir civil. On ne peut pas, après 30 ans de régime militaire, prendre du jour au lendemain, donner le pouvoir à des civils qui allaient immédiatement commencer leur guerre. Déjà, on a entendu qu'on appelle le succès Madias, qui demande aux gens de commencer à marcher dans la rue. Vous marchez dans la rue alors qu'il y a des rebelles aux frontières. Vous marchez dans la rue alors qu'il est question d'abord de remettre sur pied un système, un régime qui est complètement ébranlé. Un régime qui était une sorte de bouclier dans toute la sous-région, même en Afrique, pour la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Le Tchad est un cas absolument particulier. Et parce que c'est un cas particulier, on ne peut pas estimer que ce qui vient de se passer est un coup d'État. Donc, il faut immédiatement... Je veux terminer en disant ceci. D'ailleurs, le fils d'Éby a dit quelque chose. Il dit qu'il appelle l'opposition à un grand dialogue. C'est déjà une porte d'ouverture, ce que Déby n'avait pas fait. 2 jours après, il a dit qu'il appelle l'opposition au dialogue. Ça veut dire qu'il y a déjà une disposition. Et il a annoncé qu'il y a une période probatoire de 18 mois. Sera-t-elle respectée? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, il faut quand même, on ne peut pas dire que ce régime, ce système militaire qui est là, va sortir et dire aux civils, bon, venez... venez vous installer. Non, mais attendez, à la limite, c'est enfantin, ça. Oui, Camille, Donald Brice-Kamgan. Assumons nos contradictions. Soit on dit le régime sera militaire ad vitam aeternam, soit on décide d'adopter, de promulguer une constitution et on la respecte. En 2018, Idriss Déby a réformé la constitution et a instauré un poste de vice-président qu'il n'avait pas nommé avant son décès. C'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale reste le successeur constitutionnel en cas d'empêchement définitif du chef de l'État. Soit on respecte cette disposition légale qu'on n'a pas contraint le patron de l'exécutif avant son décès de promulguer et donc de faire entrer en vigueur, soit on dit le Tchad État militaire, n'a connu que des coups d'État, a été habitué à des colonels, à des généraux, et donc on instaure ça dans la Constitution. Assumons nos contradictions. Et on prend acte cette ainsi. Façon de banaliser la loi fondamentale. Je voudrais rappeler que la Constitution, c'est quand même le cadre juridique de référence dans tous les États du monde. Cette façon de la chosifier en Afrique est-ce que finalement, au regard de ce que Kaby vient d'indiquer, la Constitution au Tchad n'était pas une simple formalité? Ce que Camille dit aggrave encore ce qui est déjà grave, c'est-à-dire que il ne fait que décrire ce qui est. Il aggrave ce qui est déjà grave. Pourquoi non, il n'aggrave pas, il décrit ce qui est. En Afrique, nous considérons que la Constitution, c'est un chiffon qu'on peut jeter lorsqu'on le souhaite, pourvu que ça serve les intérêts d'un clan ou des individus. Ça a été le cas au Cameroun en 2008. Soit nous disons que la Constitution ne sert à rien, et on la met entre parenthèses, et on l'assume. Soit nous disons que nous avons un texte fondamental, à partir desquels se dégagent les autres textes, et on respecte cela. Le Tchad est un État, justement, qui a été gouverné par des chefs militaires. Ce pays n'est pas condamné à être gouverné par des chefs militaires. La Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer la succession. J'ai entendu hier qu'un Premier ministre a été nommé. C'est déjà Albert Pahimi Padaké, qui est un ami à Camille Nélé, qui était déjà Premier ministre à l'époque d'Idriss Déby Itno. C'est le dernier Premier ministre avant la réforme de 2018 qui, lui, a démissionné. Il était en rupture de banc avec Idriss Déby Itno, mais c'est un homme du pouvoir. D'ailleurs, le fait qu'il soit là à la présidentielle, certains opposants radicaux ont considéré que c'était un accompagnement du pouvoir d'Idriss Déby Itno. Donc, ce n'est pas un opposant de race, pour ainsi dire, qui est ainsi nommé. Est-ce que c'est une caution civile à un pouvoir qui est militaire? Ça semble être le cas. De toutes les façons, il faut pouvoir respecter les engagements qu'on a pris. Le chef militaire qui est en fonction et qui est le fils d'Idriss Déby Itno, est-ce que les conditions dans lesquelles il arrive et tout ce que l'on entend, cet étouffement des libertés publiques, cette présence de la France, qui, je le rappelle, est un acteur, j'allais dire, de premier plan dans la zone du Sahel. Vous savez que N'Djamena abrite la base de la force Barkhane. La force Barkhane. Voilà, la force Barkhane qui est une grosse mastodonte militaire de la France dans la sous-région. Donc, autant d'intérêts qui sont en jeu et qui, justement, demandent la gestion de cette période de transition avec beaucoup de tact afin que l'on n'assiste plus à des saignées, comme c'est le cas depuis plusieurs années.
non seulement au plan civil, mais aussi au plan de la lutte contre le terrorisme dans cette grande sous-région. Mais Camille, il y a quand même une question qui se pose. Il y a une base militaire française où il y a l'état-major de la force Barkhane. Comment les rebelles ont-ils fait pour entrer jusqu'à on annonçait être aux portes de N'Djamena? Non, vous savez, le dispositif Barkhane est à N'Djamena, mais le dispositif Barkhane n'est que l'un des dispositifs de l'armée, l'un des postes de l'armée. Elle ne peut pas intervenir en cas d'intervention. L'un des postes de l'armée française en Afrique. Il y en a un en Côte d'Ivoire, il y en a un au Tchad, il y en a même un en Centrafrique. Bon, ce sont beaucoup plus des sortes de tremplins stratégiques pour la France pour pouvoir intervenir ou bien limiter des dégâts en cas d'agression. Il y a certainement des accords qui ont été signés entre la France et les pays dans lesquels sont disposés ces postes militaires. Bases militaires. Mais quand vous vous posez des questions, est-ce que vous savez que c'est grâce à la France que N'Djamena a pu connaître exactement les déplacements et l'avancée des rebelles sans que les forces tchadiennes soient là? C'est grâce aux renseignements, au sonar, au radar et aux drones des Français que l'armée a pu frapper à coup sûr et a pu mettre les rebelles en débandade. C'est-à-dire que sans avoir à aller chercher dans la nuit, vous comprenez? Donc, vous connaissez la politique de la France qui consiste à ne plus intervenir physiquement et directement sur le terrain, mais intervenir en sous-marin. En sous-marin, et c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je voulais continuer en disant que vous avez posé une question à Donald Briskam tout à l'heure, et c'est cette question, moi je pense, qui est très très importante aujourd'hui, avec la nomination hier d'un Premier ministre. Le Premier ministre en nommant M. Albert Pahimi Padaké, qui était le dernier Premier ministre en date, puisque c'est après, il était Premier ministre de 2016 à 2018, et c'est après lui que, à travers la réforme constitutionnelle, le poste de Premier ministre a été supprimé. Bon, maintenant que le comité le reprenne comme Premier ministre, c'est d'abord parce qu'il est connu comme un grand homme politique qui a participé à l'élection présidentielle, qui est sorti deuxième de cette élection avec un score de 36%, qui est connu pour sa classe et son engagement, et surtout qui va construire une passerelle entre le nord et le sud, parce que lui, il est du sud. Comme il est du Mayo-Kébi ouest, hein, et maintenant, il y a beaucoup plus de l'autre côté des gens du nord et de l'extrême nord et de l'ouest. Donc, moi, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de savoir aujourd'hui jusqu'où peut aller Albert Pahimi Padaké, qui connaît très très bien le Tchad, qui a été Premier ministre, qui a été d'abord député. Parce que moi, je l'ai connu ici quand il a un long parcours. Son parti est représenté à l'Assemblée nationale depuis plus de 10 ans. Il a même été député CEMAC. Et c'est après cela qu'il s'est retrouvé Premier ministre. Donc aujourd'hui, après sa nomination, il est important de savoir ce qu'il peut apporter au Tchad. Et c'est cette question qui est centrale. Parce que c'est un civil au moins. Maintenant, quelle sera sa marge de manœuvre? C'est ça qui est important. On verra bien. Brice Donald Kamgan, vous voyez, le gendarme de l'antenne est déjà là. Ses marges de manœuvre sont très faibles. Voilà, ses marges de manœuvre sont très faibles. On retient. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.